Voilà, donc on va discuter le champ électrostatique sur la surface. D'accord? Donc, car nous avons vu, que ce soit avec la méthode directe ou bien avec le théorème de Gauss, comment calculer le champ dans l'espace. Donc, un champ dans l'espace, ça veut dire, je prends n'importe quelle distribution, d'accord? Cette distribution-là, elle crée un champ dans l'espace. Ça veut dire quoi? Elle crée un champ dans l'espace. Ça veut dire, si je prends par exemple une distribution, une sphère que nous avons fait par exemple, donc quand on dit distribution, ça veut dire une charge, d'accord? C'est-à-dire un corps qui est chargé, d'accord? On dit qu'il fait crée un champ dans l'espace, c'est-à-dire quoi? La notion de champ, pour faire donc la simplification, en fait, c'est une simplification de la loi de Coulomb, d'accord? La loi de Coulomb, il dit que par exemple, si je prends une charge et je la pose ici, d'accord? Une charge ici. Alors qu'est-ce qui va se passer? Donc, quand je vais poser cette charge-là, euh, ici, il va y avoir une force d'interaction entre les deux corps. D'accord? Nous, pourquoi on définit la notion de le champ? Ça veut dire si je prends, par exemple, une particule A qui a une charge QA, à partir du champ créé par cette distribution-là au niveau du point A, la force qui s'exerce sur cette charge-là, c'est quoi? Ça va être quoi? Si je vous dis ici le champ au niveau du point A. Hmm. Non, non, je veux vous donner seulement le champ au niveau du point A. QA fois EA, d'accord? Donc la force qui va s'exercer, que ce soit par ce corps-là sur la charge, c'est QA fois E de A, d'accord? Ou bien, donc ça va être la même force. Donc la force c'est une force de la loi de Coulomb, c'est une force d'interaction entre les deux corps. D'accord? Donc c'est la même force appliquée par la particule A sur ce corps, ou bien c'est la force appliquée par ce corps-là sur cette charge. D'accord? Donc c'est ça donc la notion de le champ dans l'espace. D'accord? Maintenant, l'objectif du premier chapitre et du deuxième chapitre, c'est de calculer. C'est le premier chapitre. En fait, c'est le calcul du champ électrostatique dans l'espace. D'accord? C'est-à-dire, on vous donne une distribution donnée et on s'intéresse à trouver le champ dans l'espace. D'accord? Donc, après, quand je vais mettre une charge test, je peux déduire facilement la force qui s'exerce sur cette charge. D'accord? Bon, c'est pour cela que je vais vous poser la question sur la mécanique, car quand on va réclamer le potentiel, c'est la même notion du travail. D'accord? C'est-à-dire, vous avez par exemple une masse, vous devez, si vous voulez la placer de là à cette hauteur-là, vous allez introduire un travail. D'accord? Ça veut dire que ce travail-là, c'est en fonction de la hauteur. C'est le MGZ, je ne sais pas si vous avez fait ça. Alors, ici, on va discuter donc le champ sur la surface. Ça veut dire sur la surface de la distribution. Par exemple, si je prends cette distribution-là, je vais discuter le champ ici. D'accord? Donc, la notion du champ sur la surface. Alors, si je schématise la surface ici, vous voyez. Donc, cette surface-là, alors pour une distribution volumique, le champ, il est continu. Ça veut dire quoi le champ, il est continu? Ça veut dire que si je prends un point qui est très très proche à l'intérieur, d'accord? Et là, la même, ça veut dire la même valeur du champ pour un point qui est à l'extérieur et qui est euh, à l'extérieur de la surface, d'accord? Par contre, dans une distribution surfacique, le champ, il est indéfini, d'accord? Il est discontinu. Ça veut dire que le champ ici, le milieu 2, c'est pas la même chose que le champ le milieu 1, d'accord? Je prends deux milieux ici, ça c'est une représentation générale, d'accord? Si je vous dis par exemple que j'ai un cylindre, donc si je prends par exemple le cylindre, je vais s'intéresser au champ sur la surface, ici. Sur la surface, ici par exemple, du cylindre. Si je vous dis par exemple une sphère, d'accord? Donc c'est le champ sur la surface. D'accord? Le milieu 1 c'est ça et le milieu 2 c'est ça.
Ici, par exemple, le milieu 1, c'est l'intérieur, le milieu 2, c'est à l'extérieur. D'accord? Vous allez voir un autre exemple sur la série, dans la sphère creuse. C'est-à-dire que j'ai un espace qui est chargé, cet espace-là. D'accord? Donc, cet espace-là, il contient une charge, et donc le champ, ou les deux surfaces, c'est cette surface-là. J'ai deux surfaces, la surface ici et la surface ici. Et j'ai trois milieux ici, le milieu 1, le milieu 2, le milieu 3. Donc, il y a une surface entre le milieu 1 et le milieu 2, une surface entre le milieu 2 et le milieu 3. C'est clair? Donc ici, il y a une relation qu'on appelle donc relation de passage qui est vérifiée sur la surface. C'est E2 moins E1 est égal à sigma sur epsilon 0 fois N1,2. D'accord? Alors E2, c'est le champ du milieu 2, bien sûr pour un point qui est très proche à la surface. D'accord? Ici. E1, c'est le champ au milieu 1 pour un point qui est très proche à la surface, mais qui est au milieu 1. D'accord? Donc, la différence des champs, c'est sigma sur epsilon 0, N12. N12, c'est la normale à la surface. Donc, chaque point que je prends sur la surface, je dois prendre la normale à la surface. D'accord? Et la norme de N12, c'est égal à 1. Voilà. Donc, c'est un vecteur qui est unitaire. D'accord? Alors, des fois, on peut vous demander de vérifier la relation de passage. Donc la relation de passage, vous allez donc écrire c'est E de moins E1 est égal à sigma sur epsilon 0 N12. Et vous allez vérifier est-ce que la relation de passage est vérifiée dans une distribution surfacique. D'accord? C'est-à-dire si on vous donne une distribution surfacique, on vous demande de calculer les champs dans les deux milieux, vous pouvez donc vérifier la relation de passage. Si on vous donne le champ dans un seul milieu, et on vous demande de le déduire le champ de l'autre milieu, vous pouvez le déduire à partir de la relation du passage. D'accord? Donc cette relation de passage, elle permet de voir, donc de calculer le champ sur les deux extrémités de surface. C'est clair? Donc c'est clair pour la relation de passage? Alors, maintenant, on va essayer de faire une synthèse, bien un résumé du premier chapitre. Donc l'objectif du premier chapitre, c'est quoi? C'est de calculer le champ, d'accord? De déterminer le champ électrostatique dans l'espace. D'accord? Donc là, pour déterminer le champ, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi la première chose à faire à votre avis? Je vous donne une distribution et je vous dis déterminer le champ dans l'espace créé par le choix du type de coordonnées déjà. C'est la première chose, c'est le choix du type de coordonnées. Donc on va voir la distribution qu'on a. Si j'ai une sphère, j'ai un fil, j'ai un cylindre. Donc généralement, on ne va pas vous donner des formes qui sont compliquées. D'accord? C'est des formes classiques qu'on va vous donner. D'accord? Donc, cette forme-là de la distribution, il va nous dire, voilà, de quel type de coordonnées qu'on va travailler. D'accord? Vous savez très bien que si on travaille avec les coordonnées cartésiennes, on a les variables, c'est voilà, x, y, z. D'accord? Normalement, ça c'est le rouge, mais je ne sais pas, il y a un problème dans le fil. Donc les coordonnées cylindriques, R, θ, Z, voilà. R, θ, Z. D'accord? Les coordonnées sphériques, R, θ, phi, voilà, très bien. D'accord? Donc c'est ça la première étape. Que ce soit, on va voir qu'on peut soit utiliser la méthode directe, ça veut dire la loi de Coulomb, d'accord? Soit on va utiliser le théorème de Gauss. D'accord? C'est ce qu'on a dans ce chapitre-là. Donc, mais la première chose à faire, c'est choisir le type de coordonnées. D'accord? Il faut bien choisir le type de coordonnées. Donc, c'est clair pour le choix du type de coordonnées? Ensuite, on va, voilà, donc appliquer le principe des invariances pour savoir donc les variables qu'on peut réduire. D'accord? Bon, dans des cas, on va faire un calcul direct. C'est pas vraiment nécessaire d'avoir ça veut dire, détermination de variables. D'accord? Même si on trouve le champ dépend de deux variables, donc c'est pas grave, on va faire un calcul direct. D'accord? Mais en général, pour le théorème de Gauss, on doit en général avoir au moins une variable ou bien
2 au plus, d'accord? Pour pouvoir choisir la surface qui va nous garantir que le champ il est uniforme. D'accord? On va voir ça par la suite. Donc, bien sûr, vous connaissez le principe d'invariance. Je prends la distribution, j'applique une transformation, que ce soit au niveau x ou bien y, z, les coordonnées cartésiennes, r, θ, z, les coordonnées cylindriques, r, θ, phi, par exemple, les coordonnées sphériques. D'accord? Et pour un observateur fixe, j'essaie de voir est-ce qu'il va remarquer la même chose ou bien il va y avoir un changement. D'accord? Donc en général, on vous donne une distribution qui est uniforme. Donc si la distribution est uniforme, donc même si je fais par exemple la rotation de la sphère, pour un observateur fixe, il ne va rien remarquer. D'accord? Mais si je vous donne par exemple ce cylindre-là, qui est chargé positivement ici et chargé négativement ici. Donc ça veut dire qu'il y a des charges positives de ce côté-là, des charges négatives de l'autre côté. Si je suis en train de faire la rotation du cylindre, l'observateur, est-ce qu'il va remarquer un changement? Oui, donc il va remarquer un changement. Car si je prends par exemple ce cylindre-là, donc je vais le faire que la moitié ici c'est positif et l'autre moitié c'est négatif par exemple. Alors quand je fixe un observateur fixe, donc si je fais une rotation, à un certain moment il va dire que des fois je vois des charges positives, des fois je vois des charges négatives. Donc la distribution elle n'est pas invariante par rotation suivant θ par exemple. D'accord? Mais si on vous dit que la distribution elle est uniformément chargée, à ce moment-là, on va trouver qu'il y a une invariance. D'accord? Pareil, si le cylindre, par exemple, il est infini. Donc si dans ce cas-là, le cylindre il est infini, même s'il est chargé positivement ou négativement, est-ce qu'on aura une invariance suivant z dans ce cas-là? Pourquoi? On suppose que le cylindre il est infini. Hmm? Infini. Donc, est-ce que j'ai une invariance suivant z? Même si j'ai plus et moins. Non, c'est l'inverse. On a une invariance. On a une invariance. D'accord? Ça veut dire que le champ est invariant. Pourquoi? Parce que ici, je ne tourne pas, je ne fais pas de rotation par rapport à l'axe. D'accord? Je fais seulement une translation. D'accord? Puisque je vous dis que le cylindre il est infini, si l'observateur, je le fixe ici, il va avoir toujours des charges positives. D'accord? Ça veut dire que même si je déplace le cylindre, il va toujours voir des charges positives. Alors si je suppose que cet observateur-là, elle est de ce côté-là, il va voir les charges négatives. Je ne fais pas de rotation. Donc je fais une translation suivant z. Donc j'ai une invariance suivant z. D'accord? Donc la détermination des variables, c'est le principe d'invariance. L'invariance, donc, elle permet de réduire les variables. Quand on fait les invariances, on réduit les variables. D'accord? Ensuite, on essaie de trouver la direction du champ. Alors la direction, qui va nous donner la direction, c'est la symétrie, l'étude des plans de symétrie. D'accord? On a dit que si je trouve deux plans de symétrie, l'intersection de deux plans de symétrie, c'est la direction. Ou bien si je trouve un seul plan d'antisymétrie, d'accord? Donc si je trouve un plan d'antisymétrie, donc c'est le champ il est perpendiculaire. Bien sûr pour tous les points qui appartiennent au plan. J'insiste ici sur la symétrie. Quand on va étudier la symétrie, on prend un point M qui appartient le plan. On dit que le champ le contenu ou bien il est perpendiculaire. Les points M doivent appartenir au plan. D'accord? C'est pas par exemple je vous donne le point M ici et vous dites que ce plan-là est un plan de symétrie, par exemple, vous dites que ce plan-là est un plan de symétrie, alors que le plan ne passe pas par M. Il faut que le plan passe par M. Quand le plan est un plan de symétrie, la propriété est valable pour les points qui appartiennent au plan. Pour dire que le champ est perpendiculaire pour le plan d'antisymétrie, ou bien le champ est contenu dans le plan, il faut que le point M appartient au plan. D'accord? Alors par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Non, déjà, on va passer au calcul. Donc, on va choisir la méthode de calcul. D'accord? Comment je vais calculer le champ? Alors, des fois, si on vous donne de calculer le champ avec une
telle méthode, vous allez appliquer telle méthode qu'on vous donne. Si on vous laisse le choix, donc soit que vous allez utiliser la méthode directe, soit que vous allez utiliser le théorème de Gauss. Mais le théorème de Gauss, en général, si on vous donne un point spécifique, automatiquement ne pensez pas le théorème de Gauss. Si on vous donne un point spécifique, par exemple un point M qui appartient à l'axe, un point O, d'accord? Donc ne pensez pas le théorème de Gauss. Vous allez utiliser la méthode directe. D'accord? Généralement, le théorème de Gauss, on l'utilise n'importe quel point M dans l'espace. Quand on va choisir la surface, d'accord? C'est pas qu'on ne peut pas appliquer le théorème de Gauss. Le théorème de Gauss, il est valable. Mais le problème, c'est que on doit savoir le champ sur toute la surface de Gauss. D'accord? Alors, bien sûr, il y a d'autres cas qu'on peut utiliser, la forme locale et le principe de superposition. Euh, la forme locale du théorème de Gauss, c'est la divergence de E est égale à rho sur epsilon 0. Ça, je ne sais pas si vous vous rappelez très bien de ça. Divergence de E est égale à rho sur epsilon 0. Mais ça, c'est dans quelques cas qu'on peut utiliser ça. Le principe de superposition, c'est le principe de somme et donc le champ. Si par exemple, je vous dis un point, j'ai donc le champ E1 et le champ E2. Le champ total, c'est la somme des deux champs. C'est le principe de superposition. D'accord? Mais en général, ce qu'on utilise, c'est la méthode directe ou bien le théorème de Gauss. D'accord? Maintenant, pour utiliser la méthode directe, qu'est-ce qu'on fait? Si on veut appliquer la méthode directe. Comment? Non, on a fait déjà les étapes. On a fait les variables, on a une information sur la direction. Voilà, on va commencer toujours par un champ élémentaire. D'accord? Toujours la méthode directe. La méthode directe, qu'est-ce qu'on fait? Première chose, on pose que D de E, c'est quoi? C'est D de Q sur 4pi epsilon 0, PM au carré, UPM. Ça, c'est le point de départ. La méthode directe, c'est poser ça, déjà. D'accord? Poser que D de E est égal à D de Q sur 4pi epsilon 0, PM carré, UPM. D'accord? Après, le type de la distribution, il va vous donner D de Q. Voilà. Est-ce que les distributions volumiques ou bien surfaciques ou bien linéaires? D'accord? Alors, on va voir ça en détail. Théorème de Gauss. C'est quoi le théorème de Gauss? Double intégrale déjà sur une surface. Quand je fais le rond ici, c'est une surface fermée. Donc, double intégrale de E. Alors, ici, un point M, D de S. Il faut faire attention ici. Le point M appartient à la surface de Gauss. La surface de Gauss, elle est fermée. Donc, est égal à Q intérieur sur epsilon 0. D'accord? Donc, c'est ça le théorème de Gauss. Alors, voilà. Donc, maintenant, pour la méthode directe, on a dit qu'on va poser D de E, c'est D de Q sur 4 epsilon 0. C'est quoi ça? Ça veut dire que un élément, si je prends une distribution, d'accord? Par exemple, n'importe quelle distribution, je prends un élément élémentaire de la distribution. D'accord? Donc, D de Q. Donc, quand je prends un point M dans l'espace, le D de Q, alors D de Q sur le point M, il crée un champ D de E. D'accord? Alors, ici, il faut faire attention sur la direction du champ. Quand on a déterminé la direction du champ, c'est le champ total créé par toute la distribution. D'accord? Par contre, D de E, c'est le champ élémentaire. D'accord? Donc, la direction du champ élémentaire, là, ce n'est pas la direction du champ total. Est-ce toujours, vous pensez champ total, une intégration pour vous, vous allez dire que c'est une sommation. C'est le principe de l'intégration, que je vais balayer l'ensemble des éléments que je vais prendre sur la distribution. Et chaque élément, il va créer un champ élémentaire. Donc, c'est des vecteurs. D'accord? Et le champ total, c'est la somme de ces vecteurs. Le champ, c'est la somme des vecteurs. D'accord? C'est pour ça qu'il faut faire attention. Quand on fait l'intégrale ici, c'est l'intégrale des vecteurs. Ça, c'est un vecteur. Donc, l'intégrale des vecteurs, c'est la somme des vecteurs. Une sommation de vecteurs. D'accord? Donc là, D de Q. Donc ici, j'ai c'est P, ou bien S, c'est la même chose. Donc si je prends ici le point P, ici UPM. D'accord?
Alors, quand je vais intégrer, déjà, D2Q, on va distinguer de donc, trois cas. Si j'ai une distribution linéaire, c'est lambda D de L, surface X, c'est sigma D de S, volume X, c'est rho D de V. D'accord? Donc, le champ élémentaire est égal à ça, et je vais remplacer. Ce qui va rester, c'est déterminer cet élément, que ce soit élément de surface ou là, élément de volume. D'accord? Et finalement, on va intégrer. Donc, on va intégrer sur quoi? Alors, quand on calcule le champ, le point M pour nous, c'est fixe dans l'espace. Je sais le point M. Je sais la position du point M. Quand je dis le champ, on a un point M ici. Le point M, pour moi, il est fixe dans l'espace. Même si vous faites qu'il a des coordonnées R, θ, Z ou bien X, Y, Z, alors on le fixe l'espace. Pour nous, c'est fixe. Ce qui change, c'est le point P. D'accord? Donc j'intègre par rapport au point P qui appartient à la distribution. D'accord? Donc j'intègre sur le point P qui appartient à la distribution. Ça veut dire que c'est comme je vais faire une sommation des champs élémentaires créés par la distribution. C'est clair? Donc, il reste à bien maîtriser maintenant l'élément de surface et l'élément de volume. D'accord? Car par exemple, si je prends une sphère, alors sur cette sphère-là, si par exemple la sphère, il se peut que la sphère soit chargée en surface seulement, il se peut que la sphère soit chargée en volume. D'accord? Donc s'il est chargé en surface, bon, je commence par le volume. Donc je vais faire le volume d'une sphère. C'est pour ça qu'il faut bien maîtriser l'élément de volume d de V. D'accord? Je prends un élément de volume d de V, et bien sûr, ici c'est le point P. D'accord? Donc c'est pour cela qu'il faut bien maîtriser les coordonnées, par exemple sphériques ici, dans ce cas-là. D de V, c'est quoi? Oui, donc déjà une variation au niveau de D de R, ça veut dire, vous allez penser que les coordonnées qu'on appelle les coordonnées sphériques, c'est R, θ, phi. Alors si je fais une variation au niveau de R, ça veut dire que je vais faire varier le point P avec D de R. D'accord? Ça veut dire que si je prends ici le point O, ici le point P, donc la variation D de R, c'est ça. D'accord? Donc je vais avoir D de R. Puisque l'élément est très 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 petit, d'accord? C'est pour cela que le sinus θ est presque égal à θ. D'accord? Ça veut dire si je prends, voilà, j'ai l'axe Z par exemple ici. Alors si j'ai une variation, donc car on sait très bien les coordonnées sphériques, l'angle θ c'est l'angle avec l'axe Z. D'accord? Donc si je fais une petite variation cette fois-ci au niveau de θ. D'accord? Imaginez que j'ai fait une variation ici d de θ. D'accord? Je vais avoir un arc ici, n'est-ce pas? Donc bien sûr, ici toujours j'ai d de r. D'accord? Ici d de r, ici d de r. Donc cette variation maintenant, quand je varie θ, c'est... Non? C'est r d de θ. D'accord? C'est r d de θ. D'accord? Maintenant, si je varie phi, donc la phi, il faut faire attention. Car qu'est-ce qu'on fait? Je prends le plan XY, je fais donc la projection, et phi c'est ça, par rapport dans le plan XY. D'accord? Donc si je fais maintenant la variation au niveau de ce plan-là, c'est une variation d de phi. D'accord? Donc ça va nous donner cet arc-là. D'accord? Maintenant, l'arc, il dépend de R, le rayon. Donc, quand je prends le point O, donc ça c'est le point O, mais quand je fais donc le calcul de cette distance-là, c'est R sinus θ. D'accord? Car ici, quand je vais faire la projection sur l'axe Z, c'est la distance R sinus θ. Donc R sinus θ fois D de phi, voilà. D'accord? R sinus θ fois D de phi. Donc c'est ce qu'il faut bien comprendre. Il faut comprendre cet élément de volume. D'accord?
Donc c'est pour cela que vous faites en général, c'est r carré, sinus θ, d de r, d de d de phi. D'accord? Maintenant, si je vous dis que la sphère elle est chargée seulement en surface, ça veut dire que si je prends un élément sur la surface, alors qu'est-ce qu'on a sur la surface? Le R elle est fixe, voilà, ça veut dire que cette variation de R n'existe pas. Donc ça veut dire que l'élément de surface, je vais avoir un R qui est constant, donc le R fois R, ça veut dire le R, le rayon de la sphère, il est constant. D'accord? Donc le rayon de la sphère, il est constant, donc ça va être R au carré, sinus θ, d de θ, d de phi. D'accord? Vous pouvez donc s'amuser à faire le calcul de volume de la sphère. Vous devez retrouver 4pi sur 3 r à la puissance 3. Vous pouvez calculer la surface d'une sphère. Vous faites l'intégration et vous trouvez 4pi r carré. D'accord? Il faut faire attention aux coordonnées sphériques ici. Θ varie entre 0 et pi et phi entre 0 et 2pi. D'accord? C'est ce qu'il faut bien maîtriser. Donc pour la méthode directe, il faut bien maîtriser ça. D'accord? Donc, pareil pour si je prends un cylindre, je sais les coordonnées, par exemple, dans le cylindre, l'élément de volume dans le cylindre, c'est quoi? Donc, c'est une variation d de r, une variation de θ, r d de θ, une variation de z, d de z. D'accord? Vous pouvez donc déduire le volume du cylindre. Si vous prenez, par exemple, une surface sur la surface latérale, par exemple, le R il est constant, ça veut dire que dans ce cas-là, d de S, c'est R d de θ, d de Z. D'accord? Si vous prenez un élément de surface sur la surface de base, le Z ici il est constant, il n'y a pas de variation de Z. Donc ça va être R d de θ, ce que vous connaissez déjà pour le disque. D'accord? C'est pour cela qu'il faut bien maîtriser ce type de coordonnées. D'accord? Après, vous intégrez par rapport à la distribution. Donc, il faut faire attention ici, quand on fait l'intégration, ici, pensez à quoi? À une sommation de vecteurs. D'accord? Ici, vous avez une sommation de vecteurs. Donc, ça veut dire que vous êtes en train de faire la somme des vecteurs. Ça veut dire qu'on ne va pas faire sortir le UPM de l'intégrale. Car le UPM, il dépend de la position de P. C'est pour cela que si on calcule, si on trouve la direction du champ, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le produit scalaire avec le champ et prendre seulement la projection de UPM sur l'axe X par exemple. D'accord? Si on ne sait pas la direction, on doit faire quoi? On doit décortiquer le vecteur UPM, d'accord? En composantes EX, EY et EZ. D'accord? Et après, le UX, c'est un repère qui est fixe, le Y fixe, Z fixe, je peux les faire sortir de l'intégrale. C'est clair? Donc là, il faut faire attention. Ici, dans l'intégration, on fait une sommation de vecteurs. C'est clair pour la méthode directe? Maintenant, pour théorème de Gauss. Théorème de Gauss, on a dit que l'intégrale de E d de S est égale à Q intérieur sur epsilon 0. Donc ici, c'est l'intégrale sur la surface de Gauss. Et le champ ici sur la surface de Gauss. Alors, quand je choisis une surface de Gauss, je dois bien comprendre que l'intégrale, je le fais sur la surface de Gauss. D'accord? Je ne le fais pas sur la surface de la distribution. Donc, oui, par exemple, si vous avez une sphère, par exemple, et le point M ici, donc vous avez le point M, si vous dites que c'est votre choix de la surface de Gauss, par exemple, donc le point M, c'est un point qui va balayer l'ensemble de la surface. C'est pour cela que, qu'est-ce qu'on essaie de voir? On essaie de voir la direction du champ au niveau de la surface, du point M, et le D de S. Donc le D de S, ça veut dire le vecteur de surface. Vous savez, le vecteur de surface, c'est l'élément est égal à l'élément de surface. Donc D de S est égal à l'élément de surface fois N. N, c'est la normale de la surface. Et N, dans ce cas-là, on l'appelle N extérieur pour indiquer le sens. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Donc c'est la normale. Et là, la norme, c'est unitaire, c'est un vecteur unitaire. D'accord? Et, et quoi d'autre?
Et le d de s, donc voilà, est égal à d de s n fois n. Donc, et le n, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. D'accord? Alors maintenant, quand on prend la surface de Gauss, qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, donc il faut. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on doit savoir. Donc la première chose, théorème de Gauss, on va essayer d'imaginer le champ dans l'espace. D'accord? Je vous conseille à faire ça. Donc quand vous avez une distribution, vous avez déterminé la direction, vous allez dire comment est ce champ dans l'espace. Vous allez essayer d'imaginer. D'accord? On a déjà fait ça par exemple. Si je prends par exemple le cas d'un cylindre, je sais que le champ dans l'espace, il est radial. Il est comme ça. D'accord? Donc, si je fais une vue dessus, donc il est radial, ça veut dire qu'il est sous cette forme-là, comme ça. D'accord? Est-ce que vous arrivez à l'imaginer dans l'espace? C'est comme ça le champ dans l'espace. Donc, il faut penser à une surface. La première chose à faire, c'est une surface qui va nous garantir que ce champ-là est collinaire à d de s. Vous allez dire à chaque fois une surface, vous allez dire, imaginez n'importe quelle surface, vous prenez par exemple un cube, d'accord? Le cube, essayez d'imaginer d de s de cube, comment il est. Il est comme ça, d'accord? Perpendiculaire de l'intérieur vers l'extérieur. Une sphère, par exemple, c'est radial. Toujours, on prend la perpendiculaire à la surface, d'accord? Perpendiculaire à la surface. Si je prends un cylindre, perpendiculaire à la surface. D'accord? Et vous allez donc essayer de positionner cette surface-là sur, vous dites que vous avez par exemple le point M ici, vous devez faire passer cette surface-là au niveau du point M. D'accord? Le point M doit appartenir à la surface. Et vous allez voir, vous allez comparer le champ et D de S. D'accord? Donc si ils sont collinières, voilà, vous continuez avec la surface. S'ils ne sont pas collinières, il faut penser à une autre surface. D'accord? Donc par exemple ici, si je prends le cylindre, si vous dites que je vais prendre un cube, par exemple, vous allez le mettre ici. Vous avez le point M ici. Le cube, je sais que le D de S, il est comme ça. D'accord? Alors normalement, le champ ici, là, il est radial. Ça veut dire qu'on part du point de l'axe et la direction du champ, elle est radiale. Ça veut dire qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque qu'il y a des points où le champ, voilà, il y a l'angle entre le champ et le D de S. Ça veut dire l'objectif du théorème de Gauss, c'est de calculer le produit scalaire. Donc, produit scalaire, l'angle, donc essayez de penser à ce que l'angle soit déjà égal à 0. D'accord? Donc, le choix du cube ici, c'est pas adéquat. En plus, le champ dépend du rayon, ça veut dire que le champ, il est constant. Si je prends le point M, ici, le champ, il est constant sur un cercle de rayon OM. Ça veut dire que j'ai la même valeur du champ sur ce cercle. D'accord? Ça veut dire que le choix que j'ai fait pour le cube n'est pas adéquat, car le champ, il varie. J'ai la valeur du champ du point M ici. Ici, j'ai une autre valeur. C'est pas la même chose. Donc, je vais avoir une difficulté déjà pour l'intégrer. D'accord? Donc, toujours essayer d'imaginer le champ dans l'espace. D'accord? Ensuite, le choix de la surface dépend de la direction du champ. Bien sûr, il ne faut pas penser à ce que sur tous les éléments de surface, le champ soit collinaire. Il se peut qu'une partie de la surface soit perpendiculaire pour annuler la circulation. Par exemple, ici, pardon, c'est pas la circulation, le flux, pour annuler le flux. Donc, si je prends par exemple ici le cas du cylindre, si je prends un cylindre comme ça, je sais que sur ce cylindre-là, D de S, il est, sur la surface de base, il est perpendiculaire. Mais puisque le champ ici, il est radial, donc sur n'importe quel point que je prends, alors le champ, il est perpendiculaire. Même si j'ai une variation du rayon ici, à la distance par rapport à l'axe, c'est pas la même distance ici par rapport à l'axe. Ça veut dire que c'est pas le même champ.
Mais l'avantage, c'est que le champ, il est perpendiculaire au champ. Donc, puisqu'il est perpendiculaire au champ, c'est-à-dire que le flux, ça va être égal à zéro. D'accord? Donc, c'est ça les deux points majeurs qu'on fait au niveau du théorème de Gauss. D'accord? C'est de choisir la surface. Une fois que vous avez choisi la surface, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez calculer le flux. D'accord? Le flux, c'est ça. Donc, le flux. Quand on parle de flux, toujours c'est un vecteur surface. Vecteur scalaire surface. D'accord? On va voir tout de suite tout à l'heure la circulation. Donc, quand on dit circulation, c'est le champ, un chemin. D'accord? C'est le cas de le travail. J'espère que vous n'avez pas encore fait la mécanique. Une force pour déplacer un objet d'un point vers un autre, il va fournir un travail. Donc, ça va être une force fois le déplacement. Donc, la force fois le déplacement, dans un champ de vecteur fois le déplacement en général, ça s'appelle la circulation. D'accord? Il faut distinguer entre ces deux concepts, entre le flux et entre la circulation. D'accord? Donc là, l'année prochaine, Inch'Allah, l'électromagnétisme, on va voir le théorème d'Ampère. Le théorème d'Ampère, elle s'appuie sur la circulation du champ magnétique. Donc ici, on traite le flux du champ électrostatique. L'année prochaine, ça va être la circulation du champ. Mais c'est toujours le même principe. Donc il y a une analogie entre les deux. D'accord? Donc voilà, donc on essaie toujours de penser à ce que le champ soit constant en norme, soit tangent sur la surface, ou bien normal à la surface. D'accord? Complété avec une surface où le champ il est normal. D'accord? Bon, il y a des cas où on peut utiliser, comme j'ai déjà signalé, la forme locale des théorèmes de Gauss. Il y a divergence de E est égal à ρ sur epsilon 0. Et la divergence, euh, c'est donc des ronds de X sur. C'est le nabla scalaire E. D'accord? On a déjà vu ça rapidement dans les rappels. Donc nabla scalaire E. Avec nabla, c'est un opérateur symbolique qui contient des dérivés. Donc des ronds de X sur d de X plus. Donc c'est le produit scalaire en fait. D'accord? C'est une valeur. Donc des fois, on peut trouver l'expression dans des situations, on peut calculer le champ à partir de cette forme-là. D'accord? Et aussi, on peut appliquer le principe de la superposition. D'accord? Le champ créé par l'union de T1 et T2, c'est le champ créé par T1 plus le champ créé par T2. D'accord? Donc maintenant, là, j'ai fait un résumé dès le premier chapitre, grosso modo. Ce qu'il faut bien maîtriser, c'est ça. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions? Hmm? Non? Ça dépend. Si on vous exige d'utiliser par exemple le théorème de Gauss, vous devez utiliser le théorème de Gauss. Si on ne vous donne pas la méthode, c'est à vous de choisir. D'accord? Donc, dans ce cas-là, si on ne vous donne pas, il faut voir euh, le point M. Est-ce que c'est un point spécifique ou bien c'est un point à n'importe quel point dans l'espace? D'accord? Donc, c'est les spécifiques que vous allez penser directement à la méthode théorique. D'accord? C'est clair? Il y a d'autres questions? Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, on va passer le prochain chapitre. C'est le chapitre de potentiel électrostatique. D'accord? Donc, potentiel électrostatique, c'est un peu comme le cas de l'énergie potentielle. Vous avez fait, normalement, vous allez faire ça en mécanique. Quand je prends la force de gravitation, par exemple, le fait que, par exemple, le travail ne dépend pas du chemin suivi. Par exemple, si vous déplacez une masse de ce point vers ce point-là, vous allez fournir le même travail, que ce soit vous avez suivi ce chemin-là ou ce chemin-là. On dit de cette force-là, c'est une force conservative. D'accord? Alors, quand on dit une force conservative, on va associer une énergie potentielle. D'accord? Donc, si vous avez bien compris ça au niveau des gravitationnel, on va faire la même chose pour le champ électrostatique. Alors, ce qu'on va faire, on va placer une charge test, d'accord, et une charge Q. C'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure, c'est que la charge Q, il crée un champ dans l'espace, d'accord. Donc, je suppose maintenant une charge ponctuelle, d'accord. Après, quand on va généraliser, on va prendre
une distribution surfacique, une distribution volumique. Donc, on va prendre n'importe quel type de distribution. D'accord? Donc, ici, si je prends donc cette charge-là, je sais que cette charge-là, elle crée un champ dans l'espace. D'accord? Maintenant, si je place une charge ici, test, si je veux savoir cette force-là, ça va être la charge test ici, fois le champ créé par cette charge-là à ce point-là. Si je dis que j'ai le point M ici, c'est le champ créé par cette charge au niveau du point M. D'accord? Alors maintenant, il y a une force. D'accord? Ça veut dire que si vous avez pratiqué par exemple deux aimants, vous avez pris deux aimants, vous approchez, vous allez voir qu'il y a une force d'attraction ou bien de répulsion. Ça dépend des points. Vous avez déjà, vous connaissez ça. D'accord? Ça veut dire si je fixe le premier aimant et je vous dis de le faire pousser, vous allez faire un effort. D'accord? J'ai schématisé ici, par exemple, un ressort. D'accord? Donc un ressort, et vous êtes en train de faire pousser le ressort, de le déplacer, par exemple, là de la position, là de la position. Position A, position B. Vous allez faire un effort. D'accord? Cet effort-là, il dépend de la raideur du ressort. D'accord? La même chose pour la charge ici. Si je fixe une charge, par exemple, ici, positive, et vous prenez une charge à vos mains, par exemple, donc vous allez fournir un effort. D'accord? Vous allez faire une force, car il y a une interaction entre cette charge-là et la charge que vous êtes en train ça veut dire d'approcher la charge positive. D'accord? Alors, ici, donc, on va parler de la notion du travail. Donc, on va apporter un travail. Donc, un travail élémentaire. Vous connaissez que le travail est égal à la force pour le déplacement. D'accord? Toujours, c'est la notion du le travail. C'est quand on parle de travail. Donc, ici, c'est un travail élémentaire. Alors, quand je dis travail élémentaire, c'est la force scalaire D de L. Ça veut dire si je veux déplacer cette charge-là de ce vecteur-là D de L, d'accord, je vais fournir un travail élémentaire, un petit travail qui est égal à la force, cette force-là, d'accord, qu'on a dit qui est égal à Q fois E, fois D de L. D'accord? Donc c'est ça le travail élémentaire. D'accord? C'est clair pour la notion du travail. Alors, par définition, le travail d'une force conservative, donc on va voir que le champ électrostatique, ou bien la force électrostatique, est une force conservative. Ça veut dire quoi une force conservative? Ça veut dire que le travail que je fournis pour déplacer une charge d'un point A vers un point B ne dépend pas du chemin suivi. Il dépend seulement de la position initiale et de la position finale. D'accord? C'est ça le fait d'y avoir une force conservative. D'accord? Alors, le principe d'être conservatif, alors vous allez le voir aussi en mécanique. Ça veut dire si je suis par exemple, je veux déplacer par exemple cette masse-là, d'accord? L'énergie que je vais fournir, elle dépend de la hauteur, Z. D'accord? Si par exemple je suis un plan qui est horizontal, ça veut dire que je ne change pas de Z, ça veut dire que j'ai un potentiel qu'on va voir par la suite, qu'il est constant. D'accord? Je vais fournir le travail quand je vais changer au niveau de Z. D'accord? Donc pareil ici. La force électrostatique est une force conservative. Donc l'opposé de la variation d'énergie potentielle est égal ça veut dire l'opposé de l'énergie potentielle est égal au travail élémentaire. D'accord? Ça, normalement, quand on fait le cours à cette étape-là, on trouve déjà, vous avez fait ça en mécanique, c'est-à-dire on ne trouve pas de difficultés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai une force conservative, j'associe une énergie potentielle, le travail. D'accord? Là, la relation, la variation de l'énergie potentielle est égale à l'opposé du travail élémentaire que je fournis. D'accord? Ça veut dire que ce travail élémentaire,
est égal à moins Q test fois E scalaire d2L. Je vais remplacer. Le travail élémentaire, on a dit que c'est la force scalaire de déplacement. D'accord? Le travail. Toujours travail, quand on dit travail ou la circulation, c'est la force scalaire de déplacement. D'accord? Donc un travail, quand on parle d'un travail, c'est un travail d'une position à une autre. Ça veut dire qu'on va parcourir un chemin. D'accord? Voilà, donc dans le cas d'un déplacement fini de la charge entre un point A et un point B, donc la variation d'énergie potentielle, ça va être quoi? Donc je vais intégrer, car qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que le travail élémentaire qui est entre un déplacement élémentaire des deux L. D'accord? Cette charge-là, pour la faire déplacer d'un déplacement des deux L, qu'est-ce qu'on fait? On fait cette force-là, appliquée par la charge scalaire des deux L. D'accord? Et la force, on a dit, c'est Q test fois. Donc, voilà. Donc, le travail élémentaire, c'est FE scalaire des deux L. D'accord? Donc, FE scalaire des deux L, la force exercée par cette charge-là, c'est Q fois E, fois le champ créé par cette charge-là, des deux L. Alors, à partir du principe de la force conservative, la variation d'énergie potentielle, on l'associe à le travail. Ça veut dire que la variation d'énergie potentielle est égale à l'opposé du travail associé. D'accord? Voilà, donc maintenant, si je veux calculer ce travail que je vais fournir, si je déplace par exemple la charge, le point A, le point A par exemple, vers le point B, d'accord? Donc ça va être une intégration de ce travail élémentaire. Je vais l'intégrer de A à B. C'est clair? Donc ça veut dire que la variation de l'énergie potentielle, ça va être moins Q test l'intégrale de A à B, de E et de L. C'est clair? C'est clair ce calcul-là? Donc, c'est en quelque sorte l'énergie que je dois apporter si je veux déplacer cette charge-là, le point A vers le point B. D'accord? Alors, on appelle l'intégrale de E de L, c'est la circulation du champ E. Donc, on l'appelle circulation. Donc, quand on parle de circulation, automatiquement, vous allez penser à un chemin. D'accord? J'ai déjà dit que quand on parle de flux, toujours vous allez penser à une surface. D'accord? Pour ne pas avoir de mélange entre circulation et flux. Circulation, c'est associé à un chemin, d'un point A vers un point B, par exemple. Donc, quand on fait l'intégrale de A à B de E dit de L, c'est la circulation du champ E le long du chemin AB. D'accord? Ça s'appelle la circulation. Donc, puisque la force électrostatique est conservative, cette circulation ne dépend pas de la trajectoire suivie entre A et B. C'est ce que je viens de dire, que si j'ai une distribution, une force conservative, la circulation, bien, le travail fourni, et ne dépend pas du chemin suivi. Il dépend seulement de la position initiale et de la position finale. D'accord? Donc maintenant, on va essayer de définir la différence de potentiel. Alors, pourquoi on définit cette notion des potentiels? C'est l'énergie potentielle divisée par Coulomb. Ça veut dire par unité de charge. D'accord? C'est pour être significatif. Donc ça veut dire quand je prends par exemple cette charge-là, qui crée un champ dans l'espace, donc je vais maintenant parler du potentiel. Ça veut dire que je vais tester ça veut dire que je vais diviser par Coulomb. D'accord? Donc ça veut dire que la définition maintenant du potentiel, c'est l'énergie potentielle divisée par la charge. D'accord? Donc la différence de potentiel entre les points A et B est définie comme la variation d'énergie potentielle de la charge test divisée par la valeur de cette charge. D'accord? Ça veut dire, on peut dire c'est potentiel, enfin, la différence de potentiel entre A et B, c'est l'énergie potentielle pour une charge de 1 coulomb. D'accord?
pour une charge de 1 coulomb de la position A vers la position B, pour la déplacer de A vers B. D'accord? C'est pour cela que vous avez la notion des potentiels. Euh, vous avez fait ça, donc c'est en arabe c'est joule. Joule, d'accord? C'est-à-dire que c'est quoi le potentiel que je dois fournir pour déplacer la charge du point A vers le point B. D'accord? Donc vous voyez donc maintenant quand je vais prendre la variation de potentiel et je vais la diviser par Q test, vous vous rappelez très bien que UB moins UA, on l'a trouvé est égal moins Q test, voilà l'intégrale de A à B E d de L. Donc quand je vais diviser maintenant sur la charge test, la variation des potentiels, c'est moins l'intégrale de A à B E d de L. D'accord? Ou bien, c'est une relation qu'il faut bien mémoriser. Vous pouvez dire que, vous pouvez commencer comme ça. VA moins VB est égal à l'intégrale de A à B de E d de L. D'accord? VA moins VB, c'est l'intégrale de A à B de E d de L. D'accord? Bon, chacun a sa manière pour l'apprendre. Vous pouvez donc faire comme ça, VB moins VA moins l'intégrale de A à B. Ou bien VA moins VB, c'est l'intégrale de A à B de E d de L. Voilà, donc la différence de potentiel est donc égale à la quantité de travail par unité de charge que doit accomplir un agent extérieur pour déplacer une charge test de A vers B sans modifier l'énergie cinétique. D'accord? Donc c'est ça la définition en quelque sorte de la différence de potentiel. D'accord? Donc habituellement, en général, on suppose, il faut bien comprendre ça, on donne une origine du potentiel. Par habitude ou par convention, on dit que le potentiel est l'infini et est nul. D'accord? Mais dans quelques exercices, on peut vous donner de choisir l'origine du potentiel. Ça veut dire, vous allez dire que le potentiel au point où, par exemple, là, il est nul. D'accord? Vous allez se baser sur cette notion des potentiels à l'origine. D'accord? Maintenant, si on vous, qu'on vous dit que le potentiel il est nul à l'infini, ça veut dire on va définir le potentiel au point A par exemple, si je prends le point A ici. Le potentiel au point A, ça va être quoi? Ça va être l'énergie que je vais porter. Donc si je prends cette charge-là, et je viens de l'infini, d'accord? Jusqu'à le point. Donc à chaque fois que j'approche, je vais sentir que je fournis un petit peu d'effort pour l'approcher à ce point. Comme l'exemple du ressort qu'on vient de faire. D'accord? Donc c'est ça la convention qu'on fait pour le potentiel à l'infini. Donc quand on fait la variation, mais le point de départ, comme j'ai déjà dit, c'est ça. La différence de potentiel, c'est moins l'intégrale de A à B de E d de L. Donc quand je suppose que le potentiel à l'infini est nul, ça veut dire que le potentiel en un point P, ça va être directement moins l'intégrale de l'infini jusqu'à B de E d de L. D'accord? Ça veut dire je suis à l'infini. Par exemple, je suis très 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 loin. Quand on dit infini physiquement, ça veut dire que je suis très très loin de la distribution. Et je vais voir l'effort que l'effort que je vais fournir pour ramener cette charge-là vers le point P. D'accord? Et le potentiel au niveau du point P, c'est moins l'intégrale de l'infini jusqu'à P de E d de L. D'accord? Le potentiel électrostatique en un point quelconque est égal au travail par unité de charge qu'il a fallu accomplir pour déplacer une charge test de l'infini jusqu'à ce point. D'accord? Donc en réalité, VB représente la différence de potentiel entre le point B et un point situé à l'infini. D'accord? C'est ce que ça veut dire le potentiel en un point donné. D'accord? Donc l'unité le potentiel, vous connaissez très bien, c'est le volt. D'accord? Et le volt, c'est une énergie par coulomb. C'est des joules par coulomb. D'accord? C'est ça l'unité volt. C'est des joules par coulomb. D'accord? Donc, on va définir maintenant le potentiel. Donc, à une distance R, cette distance-là, donc vous voyez très bien que le champ est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 Q sur R carré. D'accord?
Pour calculer donc le produit scalaire, donc là, il faut faire le produit scalaire de UR avec D de L. Donc UR, si on suppose que le champ il est radial, ça veut dire que le champ il est suivant UR. Alors si je prends par exemple les coordonnées sphériques, je sais que D de L est là donc D de R au niveau de UR, et R D de θ et R sinus θ D de phi. Donc quand je vais faire le produit scalaire, UR scalaire D de L, ça va nous donner D de R. C'est-à-dire on va prendre seulement que la composante suivant ER ou bien UR, car le champ il est suivant UR. Et on va faire une intégration, c'est qu'on va calculer la primitive, d'accord? Et ça va être quoi? La primitive de cette fonction 1 sur R carré moins 1 sur R carré. C'est 1 sur R, voilà. Donc ça va être 1 sur R. Normalement, si je veux définir donc le différence de potentiel, je vais intégrer entre A et B. D'accord? Donc je vais faire une intégration entre A et B. D'accord? Et je prends et je trouve l'expression de la différence de potentiel. D'accord? Donc la différence de potentiel entre deux points dépend uniquement des coordonnées de A et B. Vous voyez donc ici, ça dépend seulement de la coordonnée de B et de la coordonnée de A. Voilà, donc on obtient la différence de potentiel. Si on prend un point A à l'infini, on obtient donc l'expression du potentiel. Si on suppose que le potentiel est infini, à l'infini il est égal à 0, d'accord? On obtient le champ ici est égal à Q sur 4 pi epsilon 0 R. C'est clair? Être bien par exemple, le potentiel égal à 0 à l'infini. D'accord? Donc, on va suivre la même démarche que nous avons fait pour le champ électrostatique. Si vous vous rappelez très bien, on a défini la notion de champ créé par une charge ponctuelle, d'accord? Et à partir de cette définition-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a passé le principe de superposition, faire la somme des champs, passer les distributions continues, et comme analogie, on a dit que si je prends une distribution volumique, un élément élémentaire de charge, c'est comme une charge, ainsi de suite. D'accord? Donc, la définition des potentiels, c'est ça. Donc, Q sur 4 pi epsilon 0, PM. Donc, PM, c'est la distance euh, de la distribution. Le point P appartient à c'est-à-dire c'est le point où se situe la charge dans ce cas-là. D'accord? Mais en général, le point P, c'est un point de la distribution. D'accord? Et PM, c'est la distance R. Donc, le point P et M. Donc, le potentiel ici, c'est un scalaire. D'accord? Il faut différencier. Donc, quand on va essayer de donner la forme du champ, c'est un vecteur, champ élémentaire, et le potentiel, c'est un scalaire. D'accord? Alors, V est constant sur une surface sphérique de rayon R. Donc, et ici, on peut déduire ce qu'on appelle des surfaces équipotentielles. Ça veut dire le champ ici, pardon, le potentiel ici dépend seulement de la distance PM. Ça veut dire si je vous dis de tracer le cercle comme ça, qu'est-ce qu'on va dire? Voilà, les mêmes points que j'ai à cette distance-là, j'ai la même valeur du potentiel. D'accord? Donc on appelle ces surfaces-là, c'est des surfaces équipotentielles. D'accord? À l'exemple, vous allez le voir, les maps. Les- vous connaissez les cartes qui sont utilisées par exemple en géologie et ils font par exemple pour la même altitude, la même hauteur, ils ont des traits. D'accord? Ça veut dire qu'on est à la même altitude. Ça veut dire que si on parle de potentiel gravitationnel, il va être la même chose. Car je ne change pas de z. Je suis à la même hauteur. D'accord? Mais si je change le z, je vais passer à une autre surface. D'accord? Donc c'est le même principe ici pour le potentiel. D'accord? Donc on parle d'une surface équipotentielle. D'accord? Voilà, on va passer le principe de
superposition. Ça veut dire, si je veux calculer le potentiel total créé par l'ensemble des charges, je sais que le potentiel, ça veut dire créé par la première charge, on l'a déjà défini 1 sur 4 pi epsilon 0, Q1 sur la distance Q1M. Donc je vais faire la somme. D'accord? Donc le potentiel infini est toujours fixé à 0. Donc notons que cette somme est une somme algébrique de scalaire. D'accord? Ce n'est pas une somme de vecteurs. Vous vous rappelez très bien que le champ électrostatique en fait une somme de vecteurs. Maintenant, c'est une somme de scalaire. D'accord? C'est une somme algébrique. Pourquoi? Parce que selon la nature de la charge, positive ou bien négative, on va voir un potentiel qui peut être positif, peut être négatif. D'accord? Donc maintenant, on va essayer de faire l'analogie pour appliquer la notion de potentiel pour les différents types de distribution. D'accord? Je prends une distribution volumique, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour la distribution volumique? On prend un élément de volume. D'accord? Donc, un élément de charge ici, que vous voyez ici. Je vais faire quoi? Je vais l'assimiler à une. C'est comme j'ai une charge ponctuelle. D'accord? Ça veut dire, si je prends ici le point M, d'accord? Je m'intéresse au potentiel élémentaire des deux V, ça va être quoi à votre avis? Le potentiel élémentaire. Oui? Ça va être quoi? Alors, je vous rappelle ici. Hmm? Non, on va pas passer. Oui, on va faire la sommation par la suite. Mais maintenant, avant de passer la sommation, c'est comme si j'ai une charge. C'est quoi le potentiel créé par une charge? Si je prends une charge et le potentiel en point M pour cette charge qui c'est quoi? Q sur 4 pi epsilon 0. Ouais, voilà. Si je veux appliquer ça ici, je vous dis que voilà, d de Q sur 4 pi epsilon 0 Pm, n'est-ce pas? C'est ça le potentiel élémentaire créé par la charge élémentaire. C'est clair? Donc le potentiel élémentaire, c'est ça. Qu'est-ce que je vais faire par la suite? Voilà, d de Q ici, puisque j'ai une distribution volumique, ça va être égal rho d de V. Voilà. Donc on va faire la même chose que ce qu'on a fait pour le champ. D'accord? Pour calculer le potentiel total, je vais faire une intégration, c'est une sommation que je vais faire pour l'ensemble des charges. C'est comme je vais appliquer le principe de superposition. Et au lieu de faire maintenant la sommation, je vais faire une intégration avec une distribution continue. D'accord? Voilà, donc c'est ça, donc l'élément de volume, l'élément de potentiel, pardon, qui est de V. Et le potentiel, donc c'est la somme, c'est une intégration. D'accord? Alors ici, toujours, l'intégrale sur quoi? P à la distribution. Il faut bien comprendre ça. Toujours, je vous conseille, à chaque fois que vous faites de l'intégrale, essayez de faire ici P appartient à la distribution. Ça veut dire quoi? Vous allez dire que le point P, c'est un point qui va balayer toute la distribution. J'ai une distribution volumique, ça veut dire que je vais intégrer sur le volume de la distribution. D'accord? Donc ici le point P, donc je vais raisonner par rapport au point P. Donc quand je fais ici P, donc j'ai le PM déjà qui est à l'intérieur. Donc je dois voir, bien sûr, 1 sur 4 pi epsilon 0, c'est constant, je peux le faire sortir. Donc je dois voir rho, est-ce que c'est uniforme? Alors, des cas, on peut vous donner par exemple l'expression de rho. Et l'expression de rho, on va dire que rho dépend de θ, par exemple. Donc là, quand vous allez faire l'intégrale, vous allez laisser le θ au niveau de d de θ, de l'intégrale d de θ. D'accord? Si en général, on va pas vous donner des intégrales compliquées. Donc vous allez séparer dès le départ les variables de x par exemple, puis de y, de z, ou bien de r, de θ, de z par exemple. D'accord? Oui. Pour M, il est fixe. Le point M ici, il est fixe. D'accord? Mais le fait de changer le point P sur la distribution,
ça change la distance PM. D'accord? Le point P ici, il n'a pas la même distance. C'est pour cela qu'à chaque fois, on essaie de chercher, par exemple, de faire passer par exemple l'angle et varier l'angle. D'accord? On essaie de faire une transformation de la distance PM pour pouvoir facilement calculer l'intégrale. D'accord? Voilà, donc on obtient l'expression du potentiel pour une distribution de volumique. D'accord? Alors si je vous pose la question maintenant pour la distribution surfacique. Voilà, donc ça va être 1 sur 4 epsilon 0, et c'est pas rho, sigma. Donc sigma d 2 s. Si j'ai une distribution linéaire, lambda d 2 s. D'accord? Donc de la même façon, on peut déduire donc l'expression du potentiel pour une distribution surfacique. Et de la même façon, pour une distribution linéaire, c'est lambda d 2 s. D'accord? Sur Pn. Donc ici, on peut déduire l'expression générale le potentiel élémentaire. Toujours, ça va être quoi? Ça va être ça. N'est-ce pas? Donc si je veux utiliser la méthode directe, aussi au potentiel aussi, si on vous demande de calculer le potentiel par la méthode directe, c'est ça. Vous allez faire pour une distribution continue, l'élément de potentiel, d'accord, D2V, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0 D2Q sur PM. Après, il faut voir D2Q. De quelle type de distribution s'agit-il? Est-ce que c'est une distribution volumique? Vous allez faire recours au D2V. Sigma D2S, c'est une distribution surfacique. Lambda D2S, c'est une distribution linéaire. D'accord? Alors, et toujours un potentiel, c'est un scalaire. Ici, on a le PM. Donc, si je reprends l'expression du champ au point M, c'est alors 1 sur 4 pi epsilon 0. 4 pi epsilon 0. Alors, la même chose ici, donc D2Q. Alors ici, PM au carré, UPM, donc c'est un vecteur, d'accord? La différence ici, PM carré, UPM.